Alors, je crois que c'est lancé. Bon, je suis un peu nul, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Si il y a des gens qui regardent déjà, n'hésitez pas à mettre un petit coucou dans le chat pour que je vois ça, pour me dire aussi si on m'entend. La lumière est dégueulasse, le son doit être dégueulasse, je suis pas du tout une pro, une twitcheuse, voilà. Peut-être un jour, mais pour le moment, voilà. Mais juste, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un petit Twitch sur la psychanalyse et en particulier sur la fac de Paris 7 Diderot, alors qui s'appelle plus comme ça parce que en tout cas ouais non elle s'appelle plus comme ça parce qu'elle a fusionné en 2020-2021 par là avec Paris 5 Descartes qui euh, était pendant longtemps le grand rival de Paris 7, donc ça fait des remous, mais je vais vous en parler un peu plus après. Mais pour autant, même dans la fusion, il est resté un campus identifié par ex-Paris 7 Diderot au campus des Grands Moulins qui est à Paris 13e dans les bâtiments qui sont les anciens Grands Moulins de Paris. Euh, En soi, les bâtiments sont pas mal. Sont pas ouf en termes de conditions d'études, mais c'est intéressant en termes d'histoire industrielle, voilà, ça c'est autre chose. Euh, et il y a vraiment un bâtiment qui s'appelle la Halle aux Farines, parce que c'était l'ancienne Halle aux Farines. Il y a les grands moulins, il y a voilà, donc c'est plutôt drôle. Mais passons. Et il y a un autre campus qui est Paris 5 Descartes. Et en fait, ils ont gardé, en tout cas, des dernières infos que j'ai, parce que moi, j'en suis sortie vivante en 2021. J'ai eu mon diplôme et donc j'ai suivi un petit peu après, mais pas tant que ça. Et depuis, j'ai pas forcément tout suivi, mais de ce que a pu me raconter une collègue sur Blue Sky, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui est dans ces études-là actuellement, qui m'a donné des infos. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc, alors, peut-être un très rapide historique bon, je vais peut-être pas faire un historique de qu'est-ce que c'est la psychanalyse, parce que si vous regardez ça, c'est que, a priori, vous savez ce que c'est, et d'ailleurs, c'est qu'a priori, vous aimez pas ça. Euh, Pourquoi il y a une fac qui est aussi centrée sur la psychanalyse? Euh, La question pourrait presque se poser autrement, de dire comment ça se fait que toutes les facs de psycho françaises ne sont pas entièrement noyautées de psychanalyse, parce que ça pourrait être le cas. Heureusement, c'est pas le cas, parce que la psychanalyse c'est quand même très dépassé, quasi entièrement discrédité scientifiquement, et assez problématique sur un certain nombre de points. Mais la psychologie en France a été nourrie par la psychanalyse dans les années 50, 60, 70 notamment. Et du coup, c'est aussi des psychanalystes qui ont créé la filière psychologie à l'université française. Et ça s'est pas fait forcément pareil euh, dans d'autres pays. Et de fait, la France est un des derniers pays du monde à enseigner autant la psychanalyse à l'université. Euh, Contrairement à une croyance populaire qui croit que les États-Unis sont un autre pays dans ce cas, c'est pas vrai du tout. C'est parce que on voit beaucoup de séries américaines qui se passent à New York, où il y a une forte communauté psychanalytique qui est liée
à la communauté juive ashkénaze de New York, et où du coup il y a pas mal de bourgeois dans les séries américaines new-yorkaises qui vont voir leur psychanalyste, mais en fait l'immense majorité de la psychologie et de l'enseignement de la psychologie à l'université aux États-Unis est cognitivo-comportementaliste ou humaniste dans des courants. Et les deux seuls endroits où il y a autant d'importance de la psychanalyse à l'université et dans la pratique clinique de psychologie, c'est l'Argentine et le Brésil. Où beaucoup de psychanalystes se sont installés, et où du coup ça a fait encore beaucoup d'influence là-bas. Donc voilà, du coup d'ailleurs à Paris 7, donc Feu Paris 7, il y a pas mal d'enseignantes argentins et brésiliens. Vous pouvez dire bonjour à Félicette qui apparaît dans le coin de l'image et qui va dormir, parce que c'est quand même principalement ce qu'elle fait, mais qui va dormir sur mon lit, évidemment, parce que aussi elle a un arbre à chat, mais pourquoi s'emmerder. Donc, du coup, voilà, il y a eu beaucoup de psychanalystes qui ont enseigné la psychologie en France, et heureusement, dans les années 70-80, il y a eu aussi beaucoup d'autres praticiens, praticiennes, enseignantes, qui avaient d'autres orientations, d'autres bases scientifiques, qui ont petit à petit pris le pas là-dessus, dans la plupart des facs de France. Mais il y a un endroit qui était vraiment le nec plus ultra de la psychanalyse et le saint des saints de la psychanalyse, c'était Paris 7, et où du coup ils avaient suffisamment d'emprise sur cette fac pour s'y maintenir et pour ne pas être dilué dans l'enseignement de la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui est le principal courant rival, on va dire, de la psychanalyse. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore d'influence de la psychanalyse dans d'autres facs. Il y a dans beaucoup de facs, la plupart des facs franciliennes et plusieurs facs dans le reste de la France, un gros labo de psychanalyse ou une filière de psychanalyse qui existe encore et qui forme des gens, donc c'est pas voilà, complètement disparu, mais à ma connaissance, voilà, le seul endroit où c'est vraiment hégémonique, c'est Paris 7. Moi, j'avais commencé, donc j'ai repris des études en 2017 à Paris 7. Pourquoi à Paris 7? Parce que c'était une reprise d'études, donc je pouvais choisir ma fac. Et figurez-vous que à cette époque-là, mea culpa, j'aimais plutôt bien la psychanalyse. Pour ma défense, j'en suis pas mal revenu depuis. Et je m'y étais intéressé, mais pas mal en dilettante, j'avais lu des trucs, ça éclairait des trucs que je vivais à l'époque, et de manière pas forcément inutile ni totalement dépourvue de pertinence, mais voilà, quand je me suis mise à chercher plus loin, j'ai vu que c'était très limité. Du coup, et aussi par ailleurs, il faut dire quand même que Paris 7, c'est la seule fac de psycho qui est dans Paris Intramuros. Parce que Paris 5 Descartes, les premières années sont à Boulogne-Billancourt, et ensuite seulement le reste du cursus est en partie dans Paris et en partie je sais plus où. Mais par contre, pour reprendre, le seul campus qui est dans Paris, et moi j'habitais dans Paris, c'était Paris 7. Donc il y avait un peu de choix, et quand même aussi le côté pratique. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes étudiants, étudiantes, surtout étudiantes, parce que la psycho,
c'est comme une filière à peu près à 90% féminine, mon estimation doit mouiller, mais voilà, et qui s'inscrivent à Paris 7 parce que il et elle sont de Paris, et que du coup c'est là que c'est pratique d'aller, quoi. Et donc tous ces gens-là se retrouvent embrigadés dans cette espèce de citadelle sectaire de la psychanalyse qui est la fac de Paris 7. Alors ça m'est pas c'est pas devenu évident pour moi dès le début. Je suis rentré en L2 directement, j'ai eu une équivalence de L1, et au début, j'ai été plutôt contente parce que il y avait un des avantages qui était que tous les enseignantes avaient, à côté de leur pratique d'enseignement, une pratique clinique en même temps, et que donc dans les enseignements, ils donnaient des illustrations de leur pratique clinique. Et ça, en soi, ça reste un truc qui est positif, et qui du coup est quand même assez propre à cette fac parce que euh, ils enseignent en fait la psychanalyse en ne le disant pas plus autant qu'avant, et en disant qu'ils enseignent la psychologie clinique. Alors que la psychologie clinique, ça veut juste dire que on fait de la psychologie auprès de patients directement et pas, par exemple, comme dans la psychologie du travail, en faisant plutôt des enquêtes, des questionnaires et des entretiens collectifs, groupes, ou avec de la psychologie sociale à faire plutôt des études, là aussi des enquêtes, etc. Et la psychologie clinique, c'est au contact direct de patients, patientes et de personnes, mais ça veut tout dire et rien dire, ça n'a pas à être d'orientation psychanalytique. Mais eux, quand ils disent psychologie clinique, c'est psychanalytique en fait. Ça peut d'ailleurs être des petits, alors je vais dire des petits dog whistles, mais c'est un peu exagéré peut-être comme terme, mais il y a des petits dog whistles de psychanalystes pour désigner la psychanalyse dans des contextes où ils veulent pas que ils savent que s'ils disent psychanalyse, ils risquent d'être grillés pour telle ou telle raison. Par exemple, psychodynamique, si vous entendez psychodynamique, ça veut dire psychanalyse. Texto, enfin, il y en a qui vous expliqueront que non, c'est différent, c'est pas tout à fait pareil. En fait, si, c'est pareil. Personne ne fait réellement la différence. Et dans un certain nombre de contextes, psychologie clinique, ça peut être synonyme, ou en tout cas les psychanalystes aimeraient que ce soit synonyme. Après, ça l'est pas pour le coup, et moi aujourd'hui je suis psychologue clinicienne et je me revendique plus du tout d'une orientation analytique, quoi. Mais donc voilà, donc en fait, quand même, j'étais plutôt contente au début, et du coup à cette fac il y a beaucoup de stages obligatoires, sachant que pour avoir le titre de psychologue à la fin du M2, il faut avoir fait réglementairement 500 heures de stage minimum, et à cette fac il y a 1000 heures de stage obligatoires sur L3, M1, M2, donc c'est 2 fois plus que l'exigence, et ça permet pour le coup de mettre les pieds dans des lieux de clinique, des lieux de soins et tout, où heureusement on apprend quand même plus concrètement des choses, plus concrètement le métier, quoi. Même si de fait on est souvent obligé de postuler à des stages dans des lieux de soins qui pratiquent la psychanalyse, parce que oui, du coup, le corollaire du fait que on forme encore beaucoup de psychanalystes en France, c'est que il y a des lieux de soins, voire carrément des secteurs entiers de psychiatrie, ou des hôpitaux psychiatriques entiers, ou des CMP entiers, ou des institutions entières de soins qui sont d'orientation psychanalytique, et où tous les praticiens sont obligés d'être psychanalystes parce que sinon ils sont juste pas embauchés au début. Et du coup, quand on fait ses études à Paris 7, pour chercher ces stages obligatoires, et ben on est souvent obligé de postuler pour des stages dans des institutions de l'orientation psychanalytique, parce que si on postule dans un endroit qui a une pratique entièrement opposée à la psychanalyse et autres, et ben ils vous voient arriver avec vos gros sabots avec marqué Paris 7 et juste ils vous prennent pas en fait. C'est un gros problème, hein. Enfin,
évidemment c'est un gros problème, mais cette espèce de guerre de chapelle, parce que il y a du coup la TCC d'un côté, la psychanalyse de l'autre, et les deux camps se haïssent, et pour le coup, le camp de la TCC est pas forcément bien plus agréable et bien plus raisonnable, et même en termes de fondement scientifique, il y a un certain nombre de choses qui sont établies sur certains trucs, mais il y a aussi pas mal de vent, et en fait, du coup, ça fait beaucoup de mal à la formation des professionnels, à la vie des institutions de soins, et juste à la prise en charge des malades et des patients-patientes. Cette espèce de guerre fratricide, cette espèce de guerre de chapelle comme ça. Donc, du coup, ouais, au début, quand j'ai repris mes études, ça allait à peu près, et puis quand même dès la première année, je me suis aperçu que, bah, en fait, tous les cours étaient de la psychanalyse, et quand il y avait un cours, c'était psychologie sociale. En fait, c'était une psychanalyste qui nous faisait un cours de psychanalyse avec juste les chapitres des bouquins de Freud qui parlent un peu de psychologie sociale. Quand c'était un cours de psychologie cognitive, bah, c'était un psychanalyste qui faisait un cours sur les quelques passages de... Alors pas Freud, parce que Freud, la cognition, il s'en tamponne, il n'a aucune idée. Enfin, grosso modo comme ça. Juste avec quelques passages et quelques travaux de psychanalystes autres ou un peu ultérieurs, pas beaucoup ultérieurs, qui parlent de sciences cognitives, tout en disant à peu près la moitié du temps que les TCC c'est nul, et quand même à Paris 5 ils sont nuls, et qu'est-ce qu'ils font du mal, et vraiment ils sont nuls, et tout ça. Et donc au bout d'un moment, moi, je suis toujours très suspicieuse et méfiante d'un discours aussi commun, aussi lisse et aussi unifié. J'aime pas les trucs où il y a pas une tête qui dépasse, les trucs où tout le monde dit la même chose. Non seulement ça me rend méfiante, mais en plus ça me fout les boules. Enfin, ça me fout les boules, pas au sens scolaire, ça me fout les jetons, ça me fait peur, parce que vraiment j'aime pas ça. Les gens qui doutent de rien et qui tiennent une espèce de discours sans critique, sans recul, ça me fait flipper. Et tout de suite, je prends de recul, je me dis, il y a un truc qui cloche, et il y a un truc qui coince. Donc, dès la fin de ma première année, donc de ma L2, j'étais déjà hyper méfiante. Alors, par ailleurs, j'avais continué du coup, bah, quand même à lire de la psychanalyse du coup, puisque de toute façon on ne vous donne que ça à lire, dans toutes les matières. Même oui, on avait un cours d'anthropologie, et en fait on nous faisait lire des psychanalyses, genre Totem et Tabou de Freud, qui, s'il y a des gens qui connaissent, c'est vraiment un, un torchon, un travail complètement sorti de son cul par Freud, qui a des élucubrations, qui dit oh tiens, ouais, je vais dire ça, ça a l'air intéressant, mais tous les anthropologues, que ce soit Lévi-Strauss, Durkheim aussi, je crois, et en tout cas, toute l'anthropologie moderne, mais même à l'époque, ou en tout cas peu de temps après, disait mais c'est de la merde son truc, ça n'a aucune espèce de fondement de quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on vous fait lire. Et donc, bah, j'avais lu de la psychanalyse, je commençais déjà à en avoir une indigestion, alors que comme je disais, jusqu'ici, j'aimais plutôt pas trop mal ça. Enfin, il y a des trucs qui me plaisaient, qui me paraissaient pas débiles et tout, mais bon, j'en suis revenu. Et, en fait, aussi, je me suis aperçu dès les premiers partiels, alors, certes, quand j'ai repris les études, j'avais 32 ans, j'avais bossé depuis 10 ans, à peu près. Donc, j'avais quand même acquis une certaine facilité à rédiger des trucs, à faire un peu des synthèses et emmagasiner des trucs, faire des résumés, des trucs. Mais je me suis aperçu aussi que, bah en fait, quand on entre dans un culte, et c'est un culte, voilà, ben
il suffit de prêter allégeance. C'est tout ce que demande un culte, c'est qu'on prête allégeance. Et du coup, je me suis aperçu que pour avoir des bonnes notes, il suffisait de prêter allégeance. Et donc il suffisait d'arriver au partiel en disant oh là là, Freud c'est tellement bien, c'est vachement bien, regardez dans tel bouquin. Alors, faut savoir un minimum qu'est-ce qu'il dit dans quel bouquin, même si c'est de la merde, mais quelles sont les grandes lignes et comment il les dit et tout. Il faut quand même un peu les avoir lus et étudiés. Mais du coup, au bout d'un moment, il suffit de dire, dans chaque partiel, on dit ah bah sur tel sujet, clairement le tournant dans l'œuvre de Freud c'est tel bouquin en 1921, et hop, on en tartine 3 pages, et on a entre 11 et 16 à chaque fois. Et du coup, bah, en vrai, c'est pas hyper stimulant, c'est même plutôt inquiétant, parce qu'en fait, on ne mesure pas l'acquisition de connaissances et de compétences, on mesure l'allégeance, on mesure l'accumulation de références au corpus psychanalytique, à peine son intégration, sa compréhension, un peu quand même, mais et pas du tout sa critique, c'est interdit de le critiquer, et pas du tout d'autres connaissances par ailleurs, et pas des connaissances empiriques non plus. Il n'y a que quand on doit, alors en L2 non, mais à partir de la L3 on doit faire un rapport de stage, une note clinique et tout, où là on fait un peu de concret, d'empirique quoi. Mais la plupart des partiels, bah en fait, faut juste réciter le catéchisme. Et moi c'est ce que je disais dès le début, je me suis dit, ah mais en fait faut juste réciter le catéchisme. Et alors quand je disais ça aux gens, alors petit aparté, j'ai une anxiété sociale, sans doute plus ou moins intéressée. Donc en fait, je n'ai pas parlé aux gens pendant tout le premier semestre, une bonne partie du deuxième. Et petit à petit, grâce au groupe Facebook de la promo où je m'étais inscrite et où je participais de temps en temps, je disais des trucs, petit à petit, il y a des gens qui sont venus me voir en disant mais c'est toi machin à l'époque de la promo sur le truc parce que j'étais évidemment sous pseudo sur Facebook et du coup petit à petit j'ai parlé aux gens un peu comme ça et alors heureusement les gens qui sont venus me parler étaient des gens qui étaient plutôt d'accord avec moi sur le fait que la psychanalyse ça commençait à y aller 2 secondes et qu'on allait peut-être faire un peu autre chose, mais du coup quand je commençais à parler un petit peu à d'autres gens ou sur le groupe Facebook de la promo dire ah bah en fait les partiels ça va, il suffit de réciter le catéchisme et c'est bon on a 15, et les gens étaient là mais comment oses-tu dire ça, mais vraiment, mais pas du tout, mais voilà, et avec une espèce de réaction outrée et une espèce de protection inconditionnelle de la corporation, enfin une espèce de truc vraiment, encore une fois sectaire, de vraiment faut vraiment pas critiquer la liturgie parce que c'est la parole sacrée et on peut pas toucher à ça. Et quand je dis c'est une secte et ça, c'est en particulier la fac de Paris 7 parce que pour ce qui est de la profession, enfin des professionnels de santé qui ont une orientation analytique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, il y a plusieurs sectes, il y a des écoles qui ont un historique aussi fait de scission, réunification que le trotskisme post-1940. Du coup, moi, comme j'étais de formation trotskiste à la base, je m'y sentais dans mon élément pour ça. J'avais pas de mal à capter les histoires de scission, de machin. Mais il y a quand même, dans les 10-20 dernières années, des professionnels qui gardent une orientation psychanalytique. Pourquoi? Mais parce que par habitude, mais qui font quand même aussi des ponts, heureusement, avec les neurosciences, avec la psychologie humaniste, avec les psychologies cognitives et comportementales, etc. Et donc bon, c'est un peu plus nuancé que ça, malgré tout. Mais la fac de Paris 7,
vraiment, c'est la citadelle assiégée. Et c'est vraiment une espèce de microcosme où tout le monde se serre les coudes et où vraiment faut pas attaquer le truc parce que c'est sacrilège d'attaquer quoi que ce soit dedans, quoi. Donc voilà, donc assez vite avec un petit groupe de copains, on s'est dit bah on va réviser les partiels en récitant le catéchisme grosso modo. Pareil, on va bosser à côté les vrais sujets, la vraie psychologie. Donc on s'est commencé à se former un peu plus par nous-mêmes à, euh, voilà, à la TCC, la neuroscience. On avait un peu de cours de pharmacologie, mais qui allait pas hyper loin, mais du coup, on a un peu fouillé ça en plus aussi à côté et tout, et aussi individuellement, mais collectivement, on s'est fait un petit groupe comme ça. Euh, et alors après, parce que là je parle beaucoup de ma vie, mais peut-être c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais il y a, euh, il y a eu, alors que je me souvienne, il y a eu en même temps la LPPR, donc la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, il me semble, qui était en 2019, juste avant le Covid, enfin avant le ouais. Et en même temps que ça, il y avait des rumeurs et des premiers projets de fusion de Paris 7 avec Paris 5. Clairement pour faire des économies d'échelle, etc. Hein. Il y avait, parce que c'était pas que au niveau psychologie, hein, c'était sur tous les départements. Euh, et du coup, il y a eu une espèce de mouvement euh, à la fois lié à la LPPR et qui donc était en soi plutôt positif parce que c'était une lutte contre cette loi qui promettait de diminuer en gros les, la recherche universitaire et qui mettait des bâtons dans les roues, etc. de la recherche et qui diminuait financièrement. Enfin voilà, c'était une loi de merde, voilà, on va dire. Hein. Je sais plus exactement ce que c'était parce que who cares, mais c'était une loi de merde sur la recherche à l'université. Mais en même temps, il y avait ce projet de fusion, et là, c'était le truc de, en fait, on veut silencier la psychanalyse à l'université, on veut faire disparaître la psychanalyse à l'université, on veut uniformiser les enseignements, il n'y aura plus que la TCC qui est le diable incarné, comment ça, etc. Et en fait, ils ont mélangé ces deux luttes-là dans une espèce de gloubi-boulga qui avait aucun sens parce que, en fait, moi par exemple, j'étais contre la LPPR, mais j'étais aussi largement pour que la psychanalyse disparaisse de l'université, ou en tout cas soit réduite à sa place qui serait par exemple un semestre d'histoire épistémologique de la psychologie en L1 et après c'est bon, on n'en parle plus quoi. Et donc c'était quand même très bizarre comme climat, parce que d'autant plus que, du coup, euh, c'est- il y avait, donc il y a eu des AG qui ont été organisés par les profs. Alors, voilà, moi, mes premières études initiales, j'avais fait du droit, oui, j'avais fait du droit, et même en droit, c'était quand même les étudiants et les syndicats étudiants qui organisaient des AG. Et, et là, dans cette espèce d'ambiance incestuelle, il y a vraiment une ambiance incestuelle dans cette fac, c'est les profs qui sont les gardiens du temple, qui organisent une AG à laquelle sont conviés les étudiants, pour lutter ensemble, pour conserver le rôle, la place privilégiée, hégémonique de la psychanalyse dans cette fac, contre les méchants TCC, neurosciences et le gouvernement, qui veulent empêcher la psychanalyse de pouvoir avoir sa place à l'université. Et donc il y a une espèce de truc complètement sensitif. Sensitif, c'est un terme de psychologie qui veut dire un peu
paranoïaque hein, quand même, de tout le monde veut notre mal, tout le monde veut notre mort, et donc il faut qu'on se serre les coudes et on a tous le même intérêt. Sauf qu'en fait, non. Dans la lutte, les profs n'ont pas le même intérêt que les étudiantes. Il peut y avoir certains sujets, certaines manifs, certaines mobilisations où il peut y avoir les étudiantes et les enseignantes, et d'ailleurs les personnels IATOS, etc. Mais pas surtout, et en tout cas, c'est pas les profs qui convoquent des AG, quoi. Donc moi, ça me paraissait très lunaire, très bizarre. Et les étudiantes, en gros, disaient ah ok, bah on va aller à l'AG et ah oui, bah on va voir ce que les profs vont nous dire. Et j'étais là, mais c'est-à-dire, il y avait quasi pas d'UNEF, il y avait une toute petite groupe, liste solidaire étudiant qui sortait un peu de nulle part, qui vivotait mais pas beaucoup et qui n'était pas hyper formé et tout. Et c'était tout. Et il y avait surtout une corpo, évidemment. Une corpo, pas vraiment BDE, mais un peu, qui organisait quelques soirées, etc. Et qui du coup était quand même assez proche des enseignantes. Et voilà. Et alors, j'ai jamais vraiment réussi à savoir pourquoi c'était à ce point dépolitisé au niveau étudiant, hein, je veux dire. Au niveau étudiant, c'était sans doute quand même en partie parce que c'était dans des nouveaux locaux, enfin des locaux qui étaient occupés depuis les années 2000 seulement. Il n'y avait pas du tout d'historique estudiantin, de syndicat étudiant, comme ça, dans ce campus. Et où du coup c'était assez impersonnel, ce campus, c'était assez froid. Les gens passaient plus pour aller en cours et c'est tout, quoi. Il y avait des locaux syndicaux, hein, mais ils étaient vraiment pas hyper pratiques, hyper repérables, etc. Et, et après, il y a aussi le fait que le métier de psychologue est quand même un métier qui pourtant est très politique, parce que s'occuper des gens qui souffrent psychiquement, bah, c'est politique, c'est de gauche. Enfin, on peut pas tourner autour du pot et dire le contraire. Si t'es de droite, tu t'en branles que les gens souffrent psychiquement, c'est juste qu'ils crèvent en fait. Donc, si t'es psychologue et que tu veux prendre soin des gens qui souffrent psychiquement, c'est de gauche comme valeur. Mais les psychologues, eux, pensent que c'est une sorte de philanthropie individuelle, souvent, hein, il y en a qui sont politisés, mais souvent on pense que c'est une espèce de philanthropie individuelle et de dire je prends soin de mon prochain, pas forcément dans un trip chrétien ou quoi, c'est pas forcément trop le truc, mais dépolitise le truc en voyant pas le côté collectif du soin individuel. C'est-à-dire que la psychologie clinique se fait principalement en individuel, mais pourtant c'est collectif. Quand tu prends soin de quelqu'un qui va mal, et ben ça fait du bien à la collectivité. Et en plus, en général, tu t'occupes de plusieurs personnes, donc pas en même temps, mais successivement, donc ça fait du bien à la collectivité. Donc bref, là je dérape un peu, mais donc les psychologues sont pas très politisés. Il n'y a pas tellement de conscience politique du rôle politique de leur métier, et ça se retrouve du coup bah, aussi dans la formation, que ce soit chez les enseignantes qui sont aussi des psychologues, et du coup chez les étudiantes aussi, quoi. Donc, donc ouais, c'était un moment assez chelou, cette espèce de mobilisation là, où du coup, en plus de ça, on va arriver dans les bails plus sombres. À peu près en même temps que cette mobilisation, sont sortis des faits de harcèlement sexuel et agression sexuelle. Évidemment, il fallait qu'on y vienne, par le directeur de l'UFR, Fethi Benslama,
qui est un grand ponte réputé pour des travaux sur la déradicalisation. Donc déjà, ça vous donne un petit peu... Alors déjà, moi, avant même d'entendre les trucs et tout, quelqu'un qui a travaillé sur la déradicalisation, pour moi, il est sus dès le début, quoi. C'est pas un allié, mais après, en plus, on apprend qu'il a harcelé sexuellement et agressé sexuellement un certain nombre d'étudiantes, d'enseignantes-chercheuses qui étaient sous son... pas sous son emprise forcément, mais sous son influence, enfin, non, pas sous son influence non plus, sous... oui, enfin, sa subordination, voilà, c'est le terme que je voulais là, c'est que... voilà, et il y a eu, je crois, une quinzaine de meufs qui ont témoigné, d'anciennes étudiantes, d'anciennes ou d'actuelles enseignantes. Son autorité, exactement, Citrion. Merci. C'est ça. Et donc, il y a eu une quinzaine de meufs qui ont témoigné, certaines à non découvert, certaines anonymement. Il y a eu, vous pouvez retrouver tout ça, il y a eu un dossier Mediapart qui a été publié par Lénaïque Baudou, qui est la journaliste qui, à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, s'occupe beaucoup des violences sexistes et sexuelles, et notamment dans les milieux universitaires et tout. Et évidemment, quand la parole se libère, c'était en 2019, donc c'était pas très longtemps après MeToo, 2017, 2018 et tout, donc c'était un peu un MeToo de cette fac, quoi. Et évidemment, la parole se libère, elle s'est libérée sur d'autres enseignants, et on s'est aperçu, les dominos tombant les uns après les autres, qu'il y avait une bonne moitié sûre d'enseignants mecs de la fac qui avaient des bails de sexisme, voire de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle au cul. Et donc, position obsidionale oblige. J'aime beaucoup ce mot, mais c'est un peu pédant de l'utiliser parce qu'il n'est pas forcément très connu, et c'est peut-être encore plus pédant de l'expliquer parce que peut-être vous savez ce qu'il veut dire, mais enfin, ça veut dire la position de citadelle assiégée, et j'adore ce mot parce que c'est exactement, enfin, c'est la définition pourrait dire regardez la fête de Paris 7 Diderot de psychologie, c'est ça. Fait que, eh bien, il y a eu des camps, et il y a eu le camp de la direction qui a soutenu son directeur du FR en disant on ne jette pas un homme au chien, les accusations mensongères, et c'est pour avoir de l'attention, et c'est pour avancer dans leur carrière que les meufs dénoncent le directeur pour qu'il saute et pour prendre sa place. Enfin, oui, bien sûr, évidemment, les meufs ont que ça à faire de faire ça, enfin, mais tous les poncifs que vous pouvez imaginer ont été faits, mais par des mecs et par des meufs qui sont psychologues, qui doivent un peu savoir ce que c'est que la souffrance psychique, mentale des gens, et par ailleurs, qui, pour un certain nombre, et notamment des meufs, qui se disent féministes, etc., etc. Notamment Laurie Laufer, par exemple, qui était une des plus grandes soutiens de Ben Slama, à dire, mais voilà, les accusations mensongères et machin. Laurie Laufer, qui est une meuf assez réputée comme féministe, recherche en psycho, en machin, etc., psychanalyste et tout, et elle était à fond dans la défense inconditionnelle de Ben Slama et ça. Après est sorti des bails sur le directeur de l'école doctorale qui s'appelait Christian Hoffman, qui pareil a eu des bails comme ça, etc. Opportunément, Ben Slama a pris sa retraite avant qu'une sanction puisse lui être imposée par l'université. Hoffman est parti en Chine, il a trouvé un poste à Shanghai et il est parti, donc je pense qu'il y avait clairement des trucs encore pires au cul. Le tout quand même se faisant donc dans ce moment de défense de la psychanalyse à l'université, où dans les mêmes âgés du coup, il y avait des étudiantes, des enseignantes parmi les moins gradés qui disaient ouais, défendre la psychanalyse à l'université, ok, alors déjà pas ok, mais il y en avait même qui disaient ok, mais peut-être sanctionner les agresseurs, les enlever de leur poste de responsabilité, et
et réagir et faire quelque chose pour que ça arrête en fait, parce qu'il y avait cette ambiance incestuelle qui faisait que tout le monde couchait avec tout le monde, que tous les enseignants, chercheurs, directeurs de thèse emmenaient leur thésarde à un dîner de travail à tel hôtel de luxe, puis ah bah vous viendrez bien revoir le plan détaillé chez moi et machin, etc. Tout ça, mais horrible. Et tout ça, je l'invente pas. Tout ça, ça a été établi par un rapport de l'IGESR, donc l'Inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, en 2019. Il y a eu un rapport qui n'est pas sorti parce qu'il était confidentiel, mais nous, comme on a eu des élus étudiants qui sont allés dans les AG, machin, nous on s'est invité aussi dans les AG, moi je dis nous, moi et un petit groupe de copains où on avait décidé de monter au créneau et de pas se laisser faire par ces connards, on a eu des infos, on a eu quand même des extraits du rapport et tout, et le rapport disait il y a un taux d'endo-recrutement, donc un recrutement sur les postes de maître de conf, sur les postes de professeurs d'université, venant des gens qui sont déjà à terre, etc., dans la même fac, qui était, je crois, de 71%, alors que la moyenne nationale c'est 32%. Donc vraiment une espèce d'ambiance de on se collusionne, là encore le mot ne me vient pas, mais on se coopte, voilà, cooptation, on se coopte, on se copine et machin, et, et ça faisait une espèce de climat comme ça, où, bah, de toute façon, du coup, t'as un petit groupe qui tient le truc, et si t'as pas les bonnes faveurs, et ben du coup t'auras jamais de poste. Et comme tu t'es lancé dans les études, tu fais un master, si tu veux faire un doctorat, t'es obligé de le faire en psychanalyse, parce que avec ton master en psychanalyse, si tu vas après vouloir faire de la recherche ailleurs, on va te rironner en disant ah bah super, vous avez fait un master 2 de psychanalyse, donc du coup bah vous savez comment Freud s'essuyait le cul en 1889, mais par contre vous y connaissez rien en psychologie, donc merci, au revoir. Et donc du coup pour faire un doctorat en recherche en psychologie, et ben tu peux le faire que là. Et donc du coup, faut que tu couches avec qui il faut pour pouvoir avoir une thèse, quoi. Enfin vraiment, hein, j'exagère pas, c'était à ce point, et c'est sans doute encore aujourd'hui à ce point, parce qu'apparemment ça n'a pas beaucoup changé. Même s'il y en a quelques-uns, enfin c'est comme la police, hein, il y a quelques pommes pourries qu'on se débarrasse, ça veut pas dire que le pommier est pas entièrement pourri. D'ailleurs, il y avait un mec qui s'appelait Pommier qui était aussi pourri, mais bref. Donc du coup, vraiment, toute critique du climat d'impunité des agresseurs et des profs sexistes, etc., était immédiatement retournée comme oui, mais de toute façon, vous voulez tuer la psychanalyse à l'université. Et beaucoup d'étudiants qui étaient donc solidaires des victimes quand même, disaient mais non, pas du tout, etc. Et on était très peu à dire mais ouais, en fait ouais. C'est-à-dire que moi je veux à la fois que tous les agresseurs dégagent soient interdits et d'enseigner et de pratiquer ad vitam aeternam, mais par ailleurs je veux aussi que la psychanalyse à l'université disparaisse. Mais on était peut-être une dizaine à dire ça max sur des promos de 200 quoi. Donc bon, on n'était pas très audible, mais c'est pas grave. Je me souviens de moments lunaires où en AG, du coup on disait ça, et où des grands féministes tels donc Laurie Laufer nous dit par exemple ah mais tout ça vous ne faites que communiquer vos fantasmes orgiaques sur les dirigeants de l'université qui auraient des fantasmes d'argent, de sexe et de pouvoir, mais ce sont vos fantasmes que vous communiquez. En AG devant 300 personnes à une copine à moi qui levait la parole toute tremblante pour dire en fait ce serait bien que les agresseurs dégagent. Sympa. Laurie Laufer, hein, voilà. Tammy Ayouch, qui est aussi
un mec réputé, féministe, pour déconstruire, machin. C'est un peu le seul qui autorise à ce qu'on dise un peu que la psychanalyse, qu'on critique un peu la psychanalyse, et qui se dit très féministe, très progressiste sur notamment tout ce qui est queer friendly, etc. Ok, mais à cette époque-là, il était à fond dans la défense de la psychanalyse à l'université, et donc il faut faire bloc, et donc il faut pas admettre la moindre erreur, la moindre faute et tout, du directeur de l'UFR et d'autres enseignants, parce que sinon ça risque de faire tomber notre château de cartes de la psychanalyse à l'université. Et donc il disait ah mais vous qui pointez ces situations, vous êtes des casseurs de grève, vous voulez empêcher notre mouvement contre la LPPR et contre la fusion avec Descartes de réussir, vous voulez casser la grève. C'est limite si on n'était pas des agents objectifs de Paris Descartes, des crypto descartistes, enfin c'était la folie. Et vraiment il n'y a que la paranoïa produite par la position obsidionale et par la position sectaire et de culte et pas de mouvement rationnel qui peut en faire venir à des extrémités comme ça, quoi. Donc voilà, tout ça, et ben c'est quand même assez embêtant que ce soit le lieu de formation d'une bonne partie des psychologues français et d'une très bonne partie des psychologues franciliens et parisiens, parisiennes. Euh, En plus, bah donc, dans une fac à 90% féminine, avec évidemment pas 90% de meufs dans les organes de direction, le conseil d'administration, etc., etc., hein, je vous le passe. Et donc, ouais, ça crée quand même une espèce de climat de mais où est-ce que j'ai foutu les pieds, qu'est-ce que je fous là? Sur ça, LPPR fin 2019, c'était en plus la première réforme des retraites, donc il y avait tout un mouvement de grève. La fac était fermée quand même un moment parce qu'il y avait quand même grève aussi pour d'autres raisons et tout. Et là, juste après, mars 2020, Covid, on était en plein en train de lancer un mouvement. On avait saisi le CHSCT, l'université, on avait fait des signalements, on avait réussi quand même à avoir un petit collectif étudiant qui avait réussi à prendre contact avec un petit collectif d'enseignants, enseignantes qui étaient quand même plutôt assez du bon côté de l'histoire sur ces trucs-là. Et là, Covid, et après, du coup, on a fini toute l'année sans foutre les pieds à l'université. L'année d'après a été entièrement perturbée et tout. Et du coup, ça s'est un peu tari la mobilisation qui était déjà pas oufissime. Et apparemment, comme je disais, de ce que j'ai pu discuter tout à l'heure avec une étudiante actuelle, c'est toujours un peu ça, quoi. Il y a toujours des enseignements lunaires, il y a toujours les mêmes personnes au même poste, sauf 2-3 qui se sont fait dégager ou qui sont juste partis tranquillement de leur propre chef quand ça a senti un peu trop lourd aussi. Donc voilà, alors le problème dans tout ça, enfin le problème dans tout ça c'est la psychanalyse, mais un autre problème c'est que en face il y a donc les neurosciences et la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui ont de meilleurs fondements scientifiques, mais qui par ailleurs ont quand même aussi le tout neurosciences est quand même aussi assez délétère. Les personnes qui sont un peu dans l'antipsychiatrie, etc., sont de quoi je veux parler, c'est que il y a beaucoup dans la neuroscience et aussi donc dans la thérapie comportementale un truc d'orthopédie sociale qui veut dire en gros que en traitant rapidement par des thérapies brèves, voire par des traitements médicamenteux, des symptômes, on fait rentrer les gens dans le rang, on efface leurs particularités et on essaye de les rendre aptes à bosser le plus vite possible pour nourrir le système capitaliste. Il y a quand même beaucoup ça dans la neuroscience et dans la TCC. Et du coup, les psychanalystes
se sentent du bon côté de la question sociale à ce titre-là, ce qui n'est pas totalement faux, parce que les psychanalystes se soucient plus du sujet humain, de sa subjectivité, de sa spontanéité et de sa souffrance. Simplement, ils s'en soucient avec un référentiel qui a 100 ans et qui donc est largement daté. Donc. Mais ceux qui ont revu leur référentiel avec des nouvelles références, etc. et tout, bah, sont en général ceux qui sont le plus proches du côté humain de la chose. C'est pour ça que vous allez souvent dans les mouvements de gauche voir des psychanalystes plutôt à gauche et des psychiatres ou des neurologues, etc. plutôt dans les trucs de droite. Parce que il y a quand même ce souci d'aller au chevet de chaque sujet souffrant, etc. Mais, encore une fois, pourquoi le faire avec un référentiel construit, enfin sorti de son cul par un médecin autrichien il y a 120 ans, qui juste parlait de ses fantasmes sur sa mère et qui ne concerne absolument personne d'autre que lui, en fait. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas une généralité, et le DIP, ça va 2 secondes, c'est de la merde. Donc, en fait, du coup, moi, dans tout ça, même si on s'en fout de moi, mais c'est moi qui parle là, je suis toujours un peu le cul entre deux chaises, entre euh, j'aime pas la psychanalyse parce que c'est un fondement discrédité et qui est euh, susceptible de générer des dérives parce que il a une facilité à devenir sectaire. Mais j'aime pas non plus les neurosciences et la TCC en général, globalement, parce que politiquement, c'est beaucoup l'orthopédie sociale et que ça efface la subjectivité des gens et ça efface aussi le collectif et la souffrance collective et le social et le politique. Et donc en fait, moi, j'ai construit ma propre pratique au final, mais c'est pas le lieu, genre, je pourrais en parler, mais j'en ai parlé d'ailleurs sur un thread sur Blue Sky, etc., de comment je travaillais, mais en tout cas, voilà, c'est aussi pour dire que euh, c'est, j'ai aucun mal à dire que la psychanalyse c'est de la merde. Pour autant, tout le monde qui se réclame un tant soit peu de la psychanalyse ne fait pas forcément que de la merde. Voilà, c'est la petite nuance que je veux apporter. Et la neuroscience ou l'orientation cognitivo-comportementale n'est pas toujours nécessairement mieux que la psychanalyse juste parce que elle a fait le travail de validation scientifique de certaines de ses interventions, qui est réelle, ou avec des tests en double aveugle, avec des indicateurs et avec quand on soumet 200 personnes à telle thérapie et 200 personnes à un placebo et on contrôle au bout de tant de mois, machin, bah ça marche mieux comme ça, ok. Très bien, ça c'est réel, mais c'est pas réel pour beaucoup de sujets déjà. Et ok, c'est validé scientifiquement, mais c'est quoi le but? Si c'est validé scientifiquement de dire bah quand on fait faire de la TCC pendant 6 mois à quelqu'un par rapport à un placebo, et ben il reprend le boulot plus vite, bah ouais ok, enfin euh, et alors, enfin, est-ce que c'est vraiment le but? Est-ce que si on lui a fait reprendre le boulot plus tôt, c'est vraiment un progrès? Parce que souvent les indicateurs, c'est ça, c'est pas forcément est-ce qu'il peut à nouveau prendre le temps de réfléchir, de rêver, de créer artistiquement, de d'aimer ses prochains, c'est rarement ça, hein, bizarrement les indicateurs. Donc voilà, c'est quand même faut se méfier aussi du euh, la psychanalyse c'est un poison, donc tout ce qui s'y oppose est bon. Ça de toute façon, voilà, l'ennemi de vos ennemis n'est jamais nécessairement votre ami. Bah, je vais pas vous apprendre grand chose en disant ça, mais voilà. Euh, du coup, voilà, bah, ça fait à peu près 1 heure que je papote. Je me dis que c'est peut-être pas mal. Si il y a des gens sur le chat qui éventuellement
ont une question à poser, ou une remarque, ou un truc, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et sinon, eh ben, j'ai enregistré la vidéo. Je sais pas, je crois que j'ai encore oublié de la faire sauvegarder par Twitch parce que je suis nul et que je sais pas faire, mais que je vais chercher, peut-être je vais trouver. Et sinon, je la mettrai sur la chaîne YouTube que j'ai fondée pour l'occasion et où j'ai mis un précédent live Twitch. Voilà. Et ah oui, d'accord. À Nantes dans les années 80. Ouais, ben, dans les années 70-80, c'était de ce que j'ai pu voir passer ou lire dans des historiques de l'enseignement de la psycho en France. C'était plus ça un peu partout. Et après, ça a quand même pas mal diminué dans beaucoup de facs. Et effectivement, un truc extrêmement dogmatique. Enfin, et le dogme, c'est un mot religieux à la base. Hein. Le dogme, on parle du dogme dans la religion, notamment la religion chrétienne, mais pas que. Enfin, et, et c'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de mots du vocabulaire religieux, liturgique, le catéchisme, le culte, etc. Mais vraiment, c'est l'effet que ça m'a fait en entrant dans cette fac, c'est que il y avait des fidèles, il y avait un clergé, il y avait une relation que le clergé pouvait avoir à l'être suprême Sigmund Freud ou pour d'autres Jacques Lacan. Ah oui, parce que peut-être que je peux, ouais, enfin je finis ça, et vraiment un truc religieux comme ça avec très transposé exactement tous les ingrédients d'une religion. Ce qui est assez marrant parce que Freud lui-même a beaucoup travaillé sur ça, dans l'avenir d'une illusion, dans psychologie des foules et l'analyse du moi, dans malaise dans la culture, etc. Et, et oui, je connais du coup un peu beaucoup Freud, mais il y a des trucs pas inintéressants. L'avenir d'une illusion, c'est peut-être le moins pire. Euh, et, et du coup, il a beaucoup traité ce sujet-là, et tous ceux qui étaient derrière, ils n'ont pas été foutus de se rendre compte que bah, ils reproduisaient exactement la même chose avec Daddy Freud qui est leur dieu, quoi. Et ça, je fais, mais les mecs, enfin, c'est au milieu de votre figure, quoi. Regardez un peu juste, enfin, il y a un minimum d'insight et de regard, de recul sur ce que vous êtes en train de faire. Et donc, pourquoi Freud et Lacan? C'est une grande division au sein de la psychanalyse française et du coup Argentine, notamment en Argentine, ils sont beaucoup lacaniens. Au Brésil, il me semble un peu moins. Mais Lacan, c'était donc un psychanalyste français de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a réussi à bâtir une scission liturgique dans la psychanalyse française, qui est devenue son propre gourou, qui a eu suffisamment d'aura et de fidèles pour devenir plus important que Freud pour une partie du culte. Et donc en fait, il y a des freudiens et des lacaniens. Les lacaniens, on les reconnaît tout de suite, et du coup par élimination, ceux qu'on reconnaît pas tout de suite comme lacaniens, ils sont freudiens. Les lacaniens, dans les 10 premiers mots, ils vont vous dire imaginaire ou symbolique, parce que leur truc c'est l'imaginaire, le symbolique et le réel. Enfin bon, je vais pas non plus faire un cours de psychanalyse, tout le monde s'en branle. Mais les lacaniens sont encore plus barrés et encore plus sectaires et encore plus religieux. Vraiment, Lacan c'est un gourou. Freud, il voulait pas forcément en être un, même si une fois qu'il en est devenu un de son vivant, il était très content de l'être, mais c'était pas forcément son but au départ, je crois, enfin j'ai l'impression que non.
alors que Lacan, dès le début, il a dit « Ah, moi, je veux être un gourou, et je veux que les gens me suivent, et de toute façon, c'est moi le plus intelligent, donc du coup, juste écoutez ce que j'ai à vous dire, et vous allez comprendre la vie, parce que c'est pas vous qui allez comprendre par vous-même. » Il disait littéralement des phrases comme ça. Hein. Il se cachait pas, et même sur la fin de sa vie, il était tellement cynique que Lacan, il disait Ah, mais de toute façon, moi, je dis des trucs qui n'ont absolument aucun sens, mais les gens, ils me suivent, et ils remettent pas en cause ce que je dis, et donc du coup, ils ont juste à bouffer ce que je leur dis. » Littéralement, il disait des phrases comme ça. Littéralement, t'as des conférences entières où il expliquait aux gens qu'ils étaient complètement cons et qu'ils gobaient, voilà. Et je me demande si à la fin il n'était pas même un truc de dire je vais voir combien de conneries je peux leur dire jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se dise ah mais au fait peut-être c'est nul et personne faisait ça. Donc bon, les lacaniens vraiment je les déteste. C'est vraiment la lie de l'humanité, c'est vraiment à quel moment tu t'es dit, tu t'es levé un jour en te disant ah bah tiens je vais suivre un mec qui me chie dessus et qui lui-même dit qu'il est un gourou et qu'il se fout de ma gueule. Bref, du coup, il y a des enseignants, il y a un clan lacanien et un clan freudien, et donc faut dire aux uns que Lacan il est génial et qu'il a tout compris à Freud mieux que Freud, et aux autres, aux freudiens, dire ah bah c'était quand même Freud le vrai texte, et il y a quelques autres qui ont bien analysé Freud, mais pas Lacan, surtout Lacan, bon quand même il allait trop loin. L'intérêt de tout ça c'est pas ouf, mais donc ça pour dire que ils sont trop susceptibles de courir après des gourous, et en fait mais les gars vous faites de la psychologie, vous êtes censé comprendre justement quelle peut être l'influence d'un être humain sur un autre, d'une position d'autorité sur des subordonnés, d'un groupe sur un individu, enfin c'est des trucs qu'on travaille en, en clinique et même en cours, etc., on donne quand même à Paris 7, même dans les enseignements psychanalytiques, il y a des éléments sur la dynamique des groupes, sur l'influence, sur l'autorité, tout ça. Mais une fois qu'il s'agit de les mettre en pratique à leur propre cadre, c'est impossible. Et il y a il y a un peu ça. Il y a un peu ça dans toutes les sciences, je suis d'accord. Et notamment enfin, peut-être aussi dans les autres pays, je connais pas assez les milieux académiques dans les autres pays, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais il y a le mandarinat qui fait que il y a des autorités qui ont une espèce d'aura sur leur champ, etc. Mais il y a, mais disons que on pourrait espérer, mais dans chaque science, je pense qu'on peut se dire, en biologie, on pourrait espérer que on se laisse pas avoir par des histoires d'influence de machin, alors qu'on sait qu'il y a des processus chimiques et biochimiques en jeu. En astrophysique, on pourrait se dire qu'on se fait pas avoir parce que on sait que l'univers c'est plus large que ça. Enfin bon, bref. Mais là, c'est vraiment c'est la matière même, quoi. C'est vraiment c'est là, quoi. C'est sous votre nez. C'est d'autant plus frustrant. Et oui, et Lacan, il faisait des espèces de fausses maths où il utilisait des figures mathématiques, des formules, des machins pour que ça ait une espèce d'odeur un peu sulfureuse et de trucs de regarder comme c'est moderne. Et en fait, ça n'avait strictement aucun sens. Tous les scientifiques à côté lui riaient au nez et tout. Et par contre, il avait ses petits toutous qui étaient là et qui disaient ah oui, oui c'est génial et tout. Et enfin voilà, c'est quand même. Donc voilà, la psychanalyse à l'université, super. J'ai sans doute oublié de parler de plein de trucs qui me sont pas venus sur le moment, mais je vais voir si déjà s'il y a des trucs qui me reviennent, je ferai peut-être une partie 2. Et ou si du coup des gens regardent cette vidéo plus tard, ou commentent sur Blue Sky, tout ça, je pourrais aussi traiter un peu plus précisément certains points, certains sujets, revenir sur certains trucs et tout. Sur ce, je vous fais des poutous comme il se doit. Je vois que Félicette est en train d'en écraser sévèrement. Je vais pas faire tout de suite pareil, mais je vais essayer de pas trop tarder. Et voilà, merci d'avoir écouté, bisous.